Blanche, la grand-mère de ma femme, née en 1912 à Bagdad. Elle épouse Ayaoui et viennent en 1948 lors d'un voyage agrément en Suisse. À ce moment éclate la première guerre israélo-arabe. Leurs cousins d'Iran leur envoient un câble en leur disant que ce n'était pas la peine de rentrer à la maison. Tous leurs biens ont été saisis et le reste de la famille passé par les armes ou pendus. Et donc il reste au Beau Rivage pendant quelques années, là où naît en 1949 ma belle-mère. À la suite de quoi en 1953 décède son mari et elle-même décède il y a quelques années et est enterrée aujourd'hui au cimetière israélite de Verrier, où elle repose en paix. Ma mère est née en 1928 dans les Sudètes, à Karlovy Vary, qui s'appelle Karlsbad aujourd'hui. Elle a été déportée à Auschwitz. Après Auschwitz, elle est partie avec sa mère et sa sœur, retrouver leur troisième sœur en Israël. Et elle a vécu jusqu'en 1956, l'année où elle a rencontré mon père. Elle a vécu 3 années en Turquie, avant de venir s'établir en Suisse en 1959. Et en 2000, elle est décédée et enterrée au cimetière de Verrier, qui se trouve sur le territoire français. Depuis 1876, une loi cantonale genevoise est venue interdire la création de nouveaux cimetières confessionnels, voire même l'agrandissement de ceux déjà existants. Donc la seule alternative que la communauté israélite possède, c'est d'aller chercher des terrains ailleurs, ce qui devient totalement impossible dans le canton en raison de la loi, et par conséquent il faut aller chercher des solutions alternatives, et c'est la France. C'est ainsi que va prendre naissance en fait ce cimetière en 1920, au mois de juin, sur une bonne partie qui est située en fait sur le territoire français, et une petite partie qui sera acquise sur territoire suisse, mais sur laquelle on ne pourra pas procéder en fait à des inhumations. Ce sont des terrains qui resteront vierges. Il y a quand même tout un périmètre qui est constitué d'un mur d'enceinte, et ce mur d'enceinte en fait est coupé en deux par cette frontière, ce qui fait de ce cimetière un cas tout à fait unique dans le monde. Ici on est devant le plan géographique donc, du cimetière, qui me sert essentiellement pour mon travail. Dans lequel, d'abord, on voit très bien matérialisé, c'est un plan où il y a territoire suisse et puis territoire français, donc avec cette fameuse frontière qui est matérialisée ici, typiquement des cartes, la croix avec un trait, donc qui traverse bien. On voit ici l'ouverture au niveau du cimetière, le poteau de douane moderne, il est ici, puis donc cette allée, il traverse là. En fait, la frontière officielle, elle est juste au niveau de la bordure exacte de l'allée, qui continue là. Ici, le reliquat de l'ancien mur d'enceinte. Ici, on a un petit portillon, une ouverture, qui permettait aux douaniers qui descendaient le chemin de l'Arva de rentrer dans le cimetière. Ils rentraient, puis pouvaient ressortir de l'autre côté, à l'angle. Avec le bâtiment donc, construit en 1930, donc, qui lui, bien sûr, se trouve tout le territoire suisse qui est resté vierge, à l'exception du bâtiment avec le centre funéraire. Donc on a bien une entrée officielle côté suisse, voilà, puis une fois qu'on a fait à peu près une quinzaine de mètres, hop, on passe la frontière, voilà, on est en France. Donc ici on est exactement sur le lieu de passage en fait de cette frontière. Alors il y a quelques années, c'était pour ornementer l'endroit, on a voulu placer une haie de cyprès. D'if plus exactement, et puis on a quand même été obligé de laisser une ouverture parce qu'ici on voit en fait le poteau de douane officiel, c'est un poteau moderne, de l'autre côté c'est une vraie borne en pierre, et cette ouverture avec cet escalier en fait qui est rendu obligatoire puisque c'est le libre droit de passage pour les douaniers qui peuvent donc se promener le long de la frontière jusqu'au niveau du poteau, et puis l'ouverture en fait qui se trouve de l'autre côté au niveau des murs puisqu'ils ne font pas tout à fait une jonction. Et donc c'est là où les douaniers peuvent passer. Alors il y a encore quelques années, aujourd'hui c'est devenu quand même rarissime, mais j'ai souvenir de voir des douaniers qui étaient cachés juste derrière.
hein, ils étaient là, ça leur permettait de guetter un petit peu en contrebas du cimetière les passages qui s'opéraient. Voilà, alors ici on se trouve exactement pile poil sur la fameuse frontière, hein, avec cette bande de 2 mètres de large qui est le libre passage des douaniers, qui fait office de décoration et de séparation des parcelles. Donc sur ma droite, eh bien, c'est le territoire suisse, et puis sur ma gauche, eh ben, c'est déjà le territoire français, sur lequel se trouvent donc toutes les sépultures depuis 1920. Et on voit bien ici qu'il n'y a pas de mur d'enceinte, hein, pour matérialiser cette frontière. Le mur il est bien au-delà, hein, et donc on est bien obligé de rentrer par le territoire suisse à l'intérieur du cimetière, et on traverse librement cette frontière. Sur le chemin de l'Arva qui descend, la fameuse borne numéro 88 en pierre, qui en fait est une ancienne borne qui existait déjà en 1816, mais qui a été changée en 1860. Voilà, et qui est la vraie borne frontière qui matérialise l'angle du cimetière. Et puis on a ce panneau là qui est assez intéressant parce que c'est ce que je disais en fait pour le cimetière. Alors si c'est valable ici au passage où il y a la douane avec la barrière, c'est-à-dire qu'il faut avoir des documents de voyage valables, un passeport ou pièce d'identité, et puis transporter des marchandises dans les tolérances admises, et ben, c'est exactement la même chose à l'intérieur du cimetière. Même si bien sûr en théorie on ne le fait pas, on ne va pas contrôler, mais en fait tout visiteur normalement qui rentre dans le cimetière israélite doit être en possession de documents valables, voilà, et ne pas transporter des marchandises au-delà des tolérances. Alors attention à la couronne, si elle est un peu trop chère, il y aura des droits de franchise à payer. En fait, dans l'acte de création du cimetière, qui date de 1920, on a une directive fédérale dans laquelle il est stipulé qu'il doit y avoir une ouverture de 2 mètres, hein, à la jonction des murs, à chaque angle de la frontière, là où la frontière traverse le mur. Voilà. Donc en théorie. En théorie. En théorie. Voilà. La présence de cette frontière a joué un rôle majeur, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les Allemands vont envahir la zone libre, ils vont donc prendre possession des lieux, parce qu'à partir de ce moment-là, évidemment, ce n'est pas un flux de Suisse vers la France, mais c'est plutôt l'inverse. Ce sont des Juifs qui commencent à être pourchassés en France, qui veulent rentrer se réfugier en Suisse. Alors pendant les premiers mois, il n'y a pas trop de difficultés parce que en fait on est ici placé sous l'autorité des Italiens. Et les Italiens manifestement ne sont pas d'une nature antisémite, et bien au contraire on note qu'ici dans les parages ils facilitent même le plus souvent le passage clandestin de ces réfugiés. Les Italiens sont très souples à l'égard des réfugiés. Il y a des arrestations mais ils les libèrent. Il n'y a pas trop d'antisémitisme, il n'y a pas trop de juifs qui sont arrêtés comme le sont avec les Allemands. Dès septembre 1943, les Allemands sont à la frontière, et là, les arrestations sont nombreuses. Là, la donne va totalement changer. La situation, bien sûr, devient beaucoup plus compliquée pour la communauté israélite. Le cimetière est totalement bouclé, il y a une interdiction formelle de pouvoir y pénétrer. Du reste, il y a des barbelés qui vont être placés. Et la Wehrmacht est relativement présente dans le secteur parce qu'ils savent évidemment qu'il y a des passages qui s'opèrent dans cet endroit. Donc tout le long de la frontière, entre la Haute-Savoie et Genève, des passages auront lieu avec des endroits plus nombreux, moins nombreux, mais tout le long de la frontière, il y aura des réfugiés qui vont venir. Il y a grosso modo 22 000 juifs qui sont pénétrés en Suisse pendant la guerre. Plus de 40% sont passés par Genève. Et s'ils sont passés par Genève, c'est justement parce qu'une partie de la frontière a été pendant un certain temps non contrôlée par les Allemands. En principe, tout le long de la frontière, il y avait des barbelés, mais ça dépend là aussi des périodes. C'est surtout à partir de 1942 qu'on va barbeliser, si j'ose dire, la frontière. Les passages sont plus ou moins difficiles. Et on s'aperçoit que ça dépend. Il y avait une grande marge de manœuvre des exécutants, soit des officiers de police, soit des militaires, soit des gardes frontières, que selon le garde-frontière, selon le militaire, selon les gens qui sont à la frontière, les choses seront différentes. Les gardes-frontières étaient des gens assermentés qui appliquaient la loi, comme un gendarme applique la loi aujourd'hui. Mais il y avait des attitudes plus ou moins souples. Il y a des gens moi j'ai un garde-frontière qui m'a dit, moi j'ai fermé les yeux parfois. J'ai fait semblant de ne pas voir des gens qui franchissaient la frontière. S'ils se faisaient arrêter plus loin, c'était peut-être pour eux, mais moi, c'est pas moi qui les arrêtais.
Je pense que c'est une minorité de cas. La plupart des cas, ils ont appliqué la loi, ils ont appliqué le règlement. Et le cimetière lui-même se trouve dans une configuration qui est quand même assez bien dégagée et donc favorable à tous ces passages. On sait que lorsqu'il y a eu les passages donc, de France vers la Suisse, ce bâtiment, bien sûr, qui existait, qui était là depuis 1930 et qui disposait déjà d'un centre funéraire, de salles de veille, a permis d'accueillir ces réfugiés. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils passaient la frontière et puis on les cachait en fait dans le bâtiment, ici même. Et puis à partir de là, on attendait voir la situation extérieure, comment ça se passait, par des complicités via bien sûr des membres de la communauté israélite. À ce moment-là, on organisait en fait un transvasement vers Genève. En 1944, effectivement, la frontière va progressivement s'ouvrir, les barbelés vont disparaître et la frontière va redevenir normale, comme elle pouvait être normale dans les années 45-50 ou juste avant la guerre. Pas comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une vision de la frontière, il n'y a plus de frontières. C'est aussi parce que je vois depuis quelque temps ce qui se passe avec les migrants. Alors bien entendu, on ne peut pas comparer la situation 40-45 avec la situation maintenant. On ne peut pas comparer la situation des Juifs qui se présentaient à la frontière avec la situation des migrants. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que dans certains propos, dans certaines attitudes, dans certaines politiques, la barrière en Autriche, les mouvements populistes qui augmentent, les montées de l'extrême droite et tout, je ressens un peu les mêmes évolutions. Et je me dis peut-être que ça pourrait recommencer de la même manière. Et c'est ça qui est inquiétant, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas tout à fait tiré les leçons de ce qui s'est passé pendant les dernières guerres.